À 79 ans, elle regarde en arrière, et le silence, qu'elle a gardé pendant plus d'un demi-siècle, se brise. Ce n'est plus un murmure, c'est un fracas. L'image que nous avions de Priscilla Presley, l'épouse enfant, la poupée de porcelaine de Graceland, vient de voler en éclats. Car ce qu'elle révèle aujourd'hui, ce n'est pas l'histoire d'un conte de fées. C'est l'histoire d'une survie. Elvis Presley. Le nom est plus grand que la vie. Il est l'un des musiciens les plus monumentaux de l'histoire américaine, une icône qui a redéfini la culture. Et à ses côtés, il y avait elle. Priscilla. Leur relation n'était pas seulement passionnée, elle était, et reste, l'une des plus scrutées, des plus fantasmées de tout Hollywood. Mais le fantasme avait un prix. Nous connaissons tous l'histoire officielle. Le soldat de 24 ans en Allemagne, la jeune fille innocente de 14 ans. Un tourbillon romantique qui s'est conclu par un mariage de rêve à Las Vegas. Mais ce que le public ne voyait pas, c'étaient les fissures qui couraient sous la façade dorée. L'infidélité. Le contrôle. L'isolement. Une multitude de problèmes qui ont miné leur union en coulisses, et ce, dès le tout premier jour. Que s'est-il réellement passé dans l'intimité de cette histoire d'amour tourmentée? Aujourd'hui, à 79 ans, Priscilla brise enfin ce silence. Elle ne se contente pas de corriger les faits. Elle révèle des détails choquants sur leur mariage, sur la cage dorée qu'était sa vie, et sur la vérité qu'elle a été forcée de cacher pendant des décennies, pour lui, pour le mythe, et peut-être pour elle-même. Comment une écolière de 14 ans a-t-elle pu devenir le centre du monde du plus grand homme de spectacle de la planète? L'histoire de Priscilla Ann Beaulieu commence bien avant Elvis, et elle est marquée par la tragédie. Son père, James Wagner, un pilote de la marine, est mort dans un terrible accident d'avion alors qu'elle n'était qu'un bébé de 6 mois. Sa mère, Anna, s'est retrouvée veuve, avant de reconstruire sa vie en épousant un officier de l'US Air Force, Paul Beaulieu. C'est cet homme qui adoptera Priscilla et lui donnera le nom qu'elle portera en rencontrant Elvis. La vie de Priscilla était celle d'une enfant de militaire. Déménagement constant, une vie déracinée, de la base à la base. Elle a appris à s'adapter, à être discrète, à s'intégrer rapidement avant de repartir. Cette enfance, marquée par la perte de son père biologique et l'instabilité des déménagements, a forgé une jeune fille qui, peut-être plus que tout, aspirait à la stabilité et à un sentiment d'appartenance. C'est à Wiesbaden, en Allemagne de l'Ouest, que le destin frappe. Pour comprendre la rencontre, il faut comprendre l'état d'esprit d'Elvis en 1959. Il n'est pas le roi triomphant de Las Vegas. Il est un soldat de 24 ans, en deuil. L'enrôlement dans l'armée américaine en mars 1958 avait été un choc sismique. Sa carrière était à son apogée. The Ed Sullivan Show l'avait catapulté au rang de superstar, ses mouvements de danse provoquant l'hystérie des fans et la colère des conservateurs. Il avait vendu des millions de disques. Il avait acheté Graceland. Et puis, tout s'est arrêté. L'armée l'a rasé, lui a donné un uniforme et l'a envoyé à l'autre bout du monde. Mais le coup le plus dur n'était pas militaire. Le 14 août 1958, sa mère, Gladys Presley, la personne la plus importante de sa vie, est décédée. Elvis était dévasté. Anéanti. Ceux qui l'ont connu à cette époque disent qu'il ne s'en est jamais vraiment remis. C'est donc un Elvis vulnérable, seul, et en deuil profond de sa mère, qui se trouve en Allemagne. Septembre 1959. Priscilla, qui s'ennuie dans la petite ville de Garnison, est invitée à une fête chez Elvis Presley. Elle n'y croit pas. Elle enfile une robe de marin, simple, presque enfantine. La rencontre a lieu dans la maison qu'il loue près de la base de Bad Noem. L'atmosphère est enfumée, remplie de son entourage, la Memphis Mafia. Dans une interview bien plus tard, Priscilla s'est souvenue de ce moment précis. De son entrée. Et du moment où les yeux d'Elvis l'ont trouvée. Il l'a observée. Eh bien, qu'avons-nous là, a-t-il demandé, sa voix traînante résonnant dans la pièce. Tu es en première ou en terminale au lycée? La réponse de Priscilla est un murmure. Je suis en troisième. Elvis rit. Eh bien, tu es juste un bébé. Puis, le roi fait ce que le roi fait de mieux. Il se dirige vers le piano. Et il commence à chanter. Pour l'impressionner. J'ai vu Elvis essayer d'attirer mon attention, se souviendra-t-elle. J'ai remarqué que plus je restais impassible, plus il chantait, juste pour moi. Je n'arrivais pas à croire qu'Elvis Presley essayait de m'impressionner, moi. Ce soir-là, une connexion s'établit. Mais ce n'est pas une connexion d'égal à égal. C'est celle d'un homme de 24 ans, au sommet du monde mais brisé à l'intérieur, qui trouve une toile vierge. Une jeune fille de 14 ans, innocente, malléable, et qui voit en lui une figure plus grande que la vie. La première rencontre n'est pas restée isolée. Les invitations se sont multipliées. Priscilla est devenue une habituée des soirées d'Elvis. Mais l'ambiance n'était pas celle d'une romance d'adolescente. C'était le monde d'Elvis. Il contrôlait tout. Dès la troisième soirée, le ton a changé.
Elvis lui a demandé de le rejoindre à l'étage. Seul à seul. Priscilla, élevée dans une famille militaire stricte, a hésité. Elle avait 14 ans. Il l'a immédiatement rassurée, avec cette douceur qui pouvait faire fondre n'importe qui. « Je te jure, lui a-t-il dit, que je ne ferai jamais rien pour te faire du mal. Je te traiterai comme une sœur. » C'était une promesse étrange. Et c'est là que le silence de Priscilla, des décennies plus tard, devient assourdissant. Car ce qui a commencé ce soir-là, ce n'était pas une relation physique, mais quelque chose de peut-être plus profond et plus complexe, une connexion psychologique. Elvis, en deuil de sa mère, cherchait une pureté, une innocence à préserver. Et en Priscilla, il a cru l'avoir trouvée. Les parents de Priscilla, bien sûr, étaient loin d'être ravis. Leur fille de 14 ans passait ses soirées chez une superstar mondiale de 24 ans. La situation était intenable. Lorsque Paul Beaulieu, le beau-père de Priscilla, a réalisé que sa fille était sérieuse, il a exigé de rencontrer cet homme. Elvis est arrivé chez les Beaulieu en uniforme militaire complet. Impeccable. Poli à l'extrême. Il était venu pour charmer, pour désarmer toute résistance. Mais le capitaine Beaulieu n'était pas un fan impressionnable. Il est allé droit au but. « Que voulez-vous à ma fille ?» La réponse d'Elvis, telle que Priscilla l'a racontée, est un chef-d'œuvre de manipulation charismatique. « Eh bien, monsieur, je suis très attaché à elle. Elle est bien plus mature que son âge et j'apprécie sa compagnie. Ce n'est pas facile pour moi d'être loin de chez moi. On se sent un peu seul. On pourrait dire que j'ai besoin de quelqu'un à qui parler. Ne vous inquiétez pas pour elle, capitaine. Je prendrai bien soin d'elle. » Il les a conquis. Il a promis de ne jamais la voir seule, de la ramener avant le couvre-feu. Des promesses qui, bien sûr, ont été rapidement oubliées. La relation en Allemagne s'est intensifiée. Mais elle est restée, selon les dires de Priscilla, platonique. Elvis avait des convictions très traditionnelles du Sud. La bonne fille devait être préservée pour le mariage. Et dans son esprit, Priscilla était cette fille. Mais cela ne l'empêchait pas de la façonner. C'est là que commence le projet Pygmalion. Elvis a commencé à choisir ses vêtements. Il lui a suggéré comment se coiffer. Comment se maquiller. Il la modelait, pièce par pièce, pour qu'elle corresponde à son idéal féminin. Et Priscilla, jeune, amoureuse, et désireuse de plaire, s'est laissée faire. « Je portais les vêtements, la coiffure et le maquillage de son choix minutieux, écrira-t-elle. Elle devenait sa création. Mais elle commençait aussi à ressentir le poids de sa célébrité. Elle devait le partager avec le monde entier, avec les fans qui se pressaient à ses portes. Ce n'était que tard le soir, lorsque nous étions dans sa chambre, que j'étais vraiment heureuse, a-t-elle confié. Là, ils s'embrassaient, discutaient pendant des heures. Ils étaient dans leur bulle. Mais même dans cette bulle, le monde extérieur s'infiltrait. Priscilla avait du mal à suivre à l'école. Les nuits blanches chez Elvis, les journées en classe, le décalage était trop grand. Un soir, Elvis lui a tendu quelques pilules. Il lui a dit qu'elle l'aiderait à rester éveillée le lendemain. Elle les a regardées avec méfiance. Elle ne les a pas pris cette nuit-là. Mais elle a appris plus tard ce que c'était. De la dexédrine, une amphétamine. Elvis avait commencé à en prendre pendant son service militaire pour rester alerte. Et maintenant, il en proposait à sa petite amie de 14 ans. C'était le début d'une longue et tragique histoire avec les médicaments sur ordonnance. Si cette histoire commence à vous toucher, si vous sentez la complexité de cette relation hors norme, nous vous serions infiniment reconnaissants de laisser un petit j'aime sur cette vidéo. Cela nous aide énormément à continuer de vous proposer ces récits. En mars 1960, le service militaire d'Elvis prend fin. Il doit rentrer aux États-Unis. C'est un déchirement pour Priscilla. Il part. Et elle reste. Le silence qui suit son départ est assourdissant. Les semaines passent. Priscilla n'a pas de nouvelles. Puis, elle voit les journaux. Des photos d'Elvis à son retour, et à ses bras, ce n'est pas elle. C'est Nancy Sinatra, la première d'une longue, très longue liste de stars hollywoodiennes et de co-stars auxquelles il sera lié. Pour Priscilla, en Allemagne, c'est une torture. Elle décrit cette période de sa vie comme un état d'animation suspendu. Elle vivait d'un appel à l'autre. Des appels qui se faisaient rares. Parfois des semaines sans nouvelles. Parfois des mois. Elle était la gardienne du secret, l'amour caché en Allemagne, tandis qu'il reprenait sa vie de superstar. Début 1962. Près de 2 ans se sont écoulés depuis leur dernière rencontre. Priscilla a maintenant 16 ans. Elle commence à perdre espoir. Et puis, un jour, sans prévenir, le téléphone sonne. C'est Elvis. Il l'invite à Los Angeles. Convaincre ses parents relève de la mission impossible. Une adolescente, seule, à Hollywood, avec Elvis Presley? Mais il est persuasif. Il leur parle. Il promet. Finalement, il cède. C'est censé être un séjour de 2 semaines.
Elvis lui envoie un billet en première classe. À son arrivée, les retrouvailles sont tendres. Mais presque immédiatement, il y a un hic. Elle ne peut pas rester chez lui. Un membre de son entourage la conduit chez des amis. Pourquoi? Priscilla l'apprendra plus tard. Juste avant son arrivée, Elvis avait discrètement renvoyé chez elle son ex-petite amie supposée, Anita Wood. Il ne voulait pas que Priscilla surprenne des appels nocturnes. Le jeu de la dissimulation avait commencé. Le séjour de 2 semaines est un tourbillon. Elvis l'emmène à Las Vegas. Il la couvre de cadeaux. Il remplit son armoire de nouvelles tenues, continuant son projet de la transformer en la femme idéale. Mais il y a des règles. Un message non dit flottait dans l'air. Il lui fit comprendre clairement qu'il saurait si elle regardait un autre homme. Le contrôle était total. Mais pour Priscilla, être dans son monde, même avec ses règles, était une ivresse. Puis vient le voyage qui va tout changer. Priscilla passe Noël 1962 à Graceland. C'est la première fois qu'elle voit le manoir, le sanctuaire. C'est là que la proposition est faite. Pas une demande en mariage. Une demande de déménagement. À son retour en Allemagne, elle annonce la nouvelle à sa mère. Elvis veut qu'elle s'installe à Memphis. Pour finir ses études secondaires là-bas. L'idée est folle. Ses parents sont horrifiés. Mais Elvis a un plan pour les rassurer. Il leur promet qu'elle ne vivra pas à Graceland. Oh non! Elle vivra avec son père, Vernon, et sa belle-mère, Dee, dans leur maison voisine. Elle ira dans un bon lycée catholique. Il a juré qu'il l'aimait, qu'il avait besoin d'elle, qu'il la respectait. Il a laissé entendre, sans le dire vraiment, qu'un jour, il se marierait. Il disait qu'il ne pouvait pas vivre sans moi, a raconté Priscilla. Face à l'insistance de leur fille et aux promesses du roi, ses parents ont fini par céder. Ce fut, diront-ils plus tard, la plus grande erreur de leur vie. Techniquement, le plan a été respecté. Au début, Priscilla a emménagé chez Vernon et Dee. Elle a été inscrite au lycée catholique Immaculate Conception, une école pour filles de Memphis. Mais la réalité était tout autre. La maison de Vernon n'était qu'une boîte aux lettres. Elle passait la quasi-totalité de son temps à Graceland. Très vite, elle y a tout simplement vécu. Revenant sur cette décision des décennies plus tard, Priscilla a reconnu l'étrangeté de la situation. Les gens disent oh mon Dieu. Je n'arrive pas à croire que tes parents t'aient laissé partir avec cet étranger. Mais c'était une époque très innocente. Je l'aimais beaucoup. Je me sentais en sécurité. On ne peut pas comparer cela à aujourd'hui. Nous avions encore des valeurs, des standards élevés. Il y avait beaucoup d'attention et de respect. Mais la réalité de sa vie à Graceland était surréaliste. Pendant que Priscilla, 17 ans, s'installait dans cette nouvelle vie, Elvis, lui, passait le plus clair de son temps à Hollywood. Il tournait plusieurs films par an, et chaque film venait avec son lot de rumeurs, et souvent de liaisons bien réelles avec ses costards. L'une des plus significatives et des plus douloureuses pour Priscilla, fut sa relation avec Anne Margaret, sa costar dans Viva Las Vegas en 1964. Leur alchimie à l'écran était électrique, et elle l'était tout autant en dehors. Elvis était, semble-t-il, véritablement amoureux. Il l'appelait son âme sœur. La presse s'en donnait à cœur joie. Et à Memphis, Priscilla lisait les journaux. Elle voyait les photos. Elle entendait les rumeurs. Elle était la fiancée secrète, cachée à Graceland, pendant que son futur mari vivait une romance passionnée aux yeux du monde. La vie à Graceland était solitaire, a-t-elle admis. Le manager d'Elvis, le tristement célèbre colonel Tom Parker, était un maître de l'illusion. Il voulait maintenir l'image de sa star comme étant célibataire et disponible. Il craignait que si les fans apprenaient qu'Elvis avait une relation sérieuse, l'intérêt ne s'effondre. Il n'y avait même pas de photos de Priscilla et Elvis ensemble dans la maison. Le colonel était toujours gentil avec elle, mais le message était clair, elle devait rester invisible. Sa vie était un paradoxe. D'un côté, le glamour absolu. Elvis venait parfois la chercher à l'école en limousine. Il la faisait voler à Los Angeles lorsqu'il tournait. C'était un mode de vie tellement extravagant, a-t-elle confié. Je suis reconnaissante d'en être sortie saine d'esprit. De l'autre, c'était une cage dorée. Elle n'avait pas d'amis de son âge. Sa seule compagnie était l'entourage d'Elvis, la Memphis Mafia, des hommes qui dépendaient de lui pour tout. Elle était une adolescente qui vivait la nuit, au rythme d'Elvis, dormant le jour. Elle a continué à aller au lycée, mais elle était un fantôme. Comment se concentrer sur l'algèbre quand on vit à Graceland? Elle a obtenu son diplôme en 1963. Elvis était là, mais il l'attendait dans la voiture, déguisé, pour ne pas provoquer d'émeute. C'était ça, sa vie. Toujours dans l'ombre du roi. Et le projet Pygmalion continuait, de plus belle. Maintenant qu'il l'avait à plein temps, il pouvait parfaire sa création. Il l'a emmené chez son coiffeur et a exigé qu'on lui teigne les cheveux en noir de jais, pour qu'il soit assorti au sien. Il lui a fait poser de la porcelaine sur les dents.
Il choisissait ses robes, ses chaussures, son maquillage. Il voulait qu'elle ait l'air plus âgée, plus sophistiquée. Elle est devenue sa poupée vivante. Il m'a appris tout ce qu'il fallait savoir, a-t-elle dit. Comment m'habiller, comment marcher, comment me maquiller, comment coiffer mes cheveux, comment me comporter. Je n'avais pas vraiment ma propre vie. Je vivais la sienne. Les années passaient. Priscilla avait maintenant 19, 20, 21 ans. Elle était sa compagne constante, mais non officielle. Et la question commençait à se poser. Pas seulement pour elle, mais pour ses parents, et même pour la presse à scandale qui commençait à flairer quelque chose. Pourquoi ne l'épousait-il pas? La pression montait. Le père de Priscilla menaçait de faire un scandale. Le colonel Parker, voyant que l'image du célibataire éternel s'effritait et que la relation avec Anne-Margret avait été un désastre médiatique, a commencé à penser que le mariage pourrait, finalement, être une bonne chose. Cela calmerait les choses, stabiliserait son poulain. Juste avant Noël 1966, dans sa chambre à Graceland, Elvis s'est agenouillé. Il lui a fait sa demande, lui offrant une bague éblouissante, un diamant de 3,5 carats, entouré de 20 plus petits diamants. Priscilla était aux anges. Enfin, après 7 ans d'attente, de dissimulation et de transformation, elle allait devenir Madame Elvis Presley. Mais même le mariage n'allait pas être le sien. Il allait être celui du colonel. Le 1er mai 1967. Le mariage n'a pas eu lieu à Graceland, ni dans une église. Il a eu lieu à Las Vegas. Le colonel Tom Parker voulait que tout se passe vite, discrètement, et avec un maximum de contrôle médiatique. Aux premières heures du matin, Elvis et Priscilla ont quitté leur maison de Palm Springs en secret et ont pris l'avion pour Las Vegas, à bord du jet privé de Frank Sinatra. Vers 3 heures du matin, ils sont allés récupérer leur licence de mariage. Quelques heures plus tard, à 9h41, ils échangeaient leurs vœux dans une suite de l'hôtel Aladdin. La cérémonie a duré 8 minutes. Il n'y avait que 14 invités, principalement l'entourage d'Elvis. Aucun des amis de Priscilla n'était présent. Sa propre famille avait été prévenue à la dernière minute. Mon mariage était très inhabituel, a-t-elle déclaré, dans un euphémisme incroyable. C'était privé, exactement comme nous le voulions. Nous ne voulions pas de fan club. Nous ne voulions pas de cirque. La réalité, c'est que c'était un événement orchestré par le colonel pour la presse. Immédiatement après la cérémonie, il n'y a pas eu de moment intime. Le couple a été conduit dans une salle pour une conférence de presse. Elvis, en smoking, Priscilla, dans sa robe blanche, souriant pour les caméras. Ensuite, un petit déjeuner au champagne pour 100 invités, principalement des journalistes et des partenaires commerciaux, a eu lieu. Après la réception, Elvis est parti. Il est retourné à Memphis. Priscilla est restée à Palm Springs pour leur lune de miel. Dans son autobiographie Elvis and Me, Priscilla raconte que c'est cette nuit-là, après 7 ans et demi de relation, que leur relation a été consommée pour la première fois. Elvis avait enfin eu ce qu'il voulait, sa bonne fille, désormais sa femme. Priscilla est tombée enceinte presque immédiatement. C'était ce qu'elle voulait, ce qu'il voulait. Mais la réaction d'Elvis, selon ses propres confidences des décennies plus tard, a été le début de la fin. Exactement 9 mois jour pour jour après leur mariage, le 1er février 1968, Priscilla donne naissance à Lisa Marie Presley. L'arrivée de la petite fille est un événement mondial. Lorsqu'ils quittent l'hôpital, ils sont traités comme des membres de la royauté. Elvis adorait Lisa Marie. Mais il l'adorait en tant que symbole, en tant que sa fille. Pas en tant que bébé. Priscilla a révélé qu'il avait ses limites. Il ne changeait pas les couches. Ce n'était pas un travail d'homme, a-t-elle raconté. Il avait même du mal à la regarder manger à cause de la bave. Mais le changement le plus dévastateur a été dans leur relation intime. Beaucoup de biographes et de proches ont suggéré qu'Elvis s'était désintéressé de Priscilla sur le plan romantique et sexuel dès qu'elle était devenue mère. Il avait du mal à la voir autrement que comme une madone, une mère. La poupée qu'il avait créée était devenue une vraie femme, une mère, et cela semblait avoir brisé le fantasme. Priscilla, elle, s'est plongée dans son rôle d'épouse. Ma vie était la sienne, a-t-elle confié. Il devait être heureux. Nous ne le dérangions jamais. Mes problèmes étaient secondaires. Elle continuait de vivre dans sa bulle, une bulle qui devenait de plus en plus étouffante. J'étais toujours prête à l'accueillir à la porte et à le choyer. J'adorais prendre soin d'Elvis. J'adorais m'occuper de lui. Nous parlions comme des bébés. C'était une belle vie, différente, mais c'était la nôtre. Mais elle luttait aussi contre l'attention qui l'attirait. 1968 fut l'année du comeback spécial. Elvis était de retour, plus sexy, plus magnétique que jamais. Et les femmes étaient partout. J'étais nerveuse quand il devait sortir seul. J'allais même avec lui quand il allait se faire nettoyer les dents. Je gardais toujours un œil sur lui parce que le monde entier était après lui. Elle était devenue la gardienne du temple,
mais le Dieu qu'elle gardait était infidèle. Les liaisons d'Elvis n'ont pas cessé avec le mariage, ni avec la naissance de sa fille. Elles se sont intensifiées. Il était constamment sur la route, à Las Vegas, en tournée. Et Priscilla était à la maison, à Graceland, avec Lisa Marie. Seule. La solitude et le sentiment de négligence ont commencé à la ronger. Elle n'était plus la création d'Elvis, elle n'était même plus son objet de désir. Elle n'était que la mère de son enfant, la maîtresse de Graceland. C'est dans ce contexte qu'Elvis, passionné de karaté, a encouragé Priscilla à s'y mettre aussi. Au départ, c'était un moyen de passer du temps ensemble, de partager une de ses passions. Priscilla s'y est mise avec dévouement. Elle a même appris le coréen pour approfondir sa compréhension de cet art. Au début, cela a renforcé leur lien. Mais en 1972, cela a commencé à les éloigner. Priscilla a commencé à prendre des cours privés avec un entraîneur nommé Mike Stone. C'était un champion de karaté, un homme charismatique, que Priscilla et Elvis avaient déjà vu en compétition. Les leçons sont devenues plus que de simples entraînements. Mike Stone voyait Priscilla non pas comme Madame Presley, non pas comme une poupée, mais comme une femme. Il l'écoutait. Il lui parlait. Dans son autobiographie, elle l'admet sans détour, ma relation avec Mike s'était désormais transformée en une liaison. C'était la première fois de sa vie qu'elle faisait quelque chose pour elle. La première fois qu'elle transgressait les règles de la cage dorée. C'était un acte de rébellion, un acte de survie. Elle était déchirée. Elle aimait toujours Elvis, l'homme qui avait défini toute sa vie d'adulte. Mais elle ne pouvait plus vivre comme son ombre. Elle a finalement pris la décision la plus difficile de sa vie, elle devait partir. Lorsqu'elle l'a annoncé à Elvis, sa réaction a été explosive. L'ego du roi était touché. Il y a eu des larmes, de la colère. Selon certaines rumeurs, il y aurait eu des menaces. Mais Priscilla a tenu bon. Elle lui a expliqué, je me découvre pour la première fois. Leur divorce est devenu inévitable. Mais la dépendance d'Elvis aux médicaments sur ordonnance devenait aussi de plus en plus difficile à ignorer. Elle a vu l'homme qu'elle aimait se détruire lentement. Dans une interview récente, elle est revenue sur un moment poignant, la suppliant de se faire aider. Cela devenait de plus en plus effrayant au fil du temps, se souvient-elle. Il était juste en pleine rébellion. Il avait aussi un tempérament explosif. Il n'était pas habitué à ce qu'on lui dise non. Priscilla a raconté comment, s'il voyait quelqu'un à la télévision qu'il n'aimait pas, il attrapait son arme et tirait sur l'écran. Puis il disait à son père d'aller acheter une autre télé. Le divorce a été finalisé le 9 octobre 1973. Priscilla n'avait que 28 ans. Mais ce qui a choqué le monde, c'est la manière dont cela s'est passé. Il n'y a pas eu de drame public. Ils sont sortis du tribunal, main dans la main. C'était un acte de respect mutuel, un testament de l'amour profond qui, malgré tout, les liait. Plus tard cette année-là, Priscilla a emmené Lisa Marie voir un des spectacles d'Elvis à Las Vegas. Sur scène, il a parlé d'elle au public. C'est une femme magnifique, je vous l'assure les gars. Il a dit à la foule qu'ils restaient les meilleurs amis du monde. Il a tenu à préciser la raison de leur séparation. Notre divorce n'a pas eu lieu à cause d'un autre homme ou d'une autre femme, a-t-il menti, pour la protéger et se protéger. Mais à cause des circonstances liées à ma carrière. J'étais trop souvent absent. Je ne trouvais pas ça juste pour elle. Ils ont maintenu une relation incroyablement proche. Elvis et moi, nous nous serrions toujours dans les bras. Nous avions toujours de l'amour l'un pour l'autre, a-t-elle confié. Nous disions maman a dit ceci et papa a dit cela. Cela a aidé Lisa à se sentir stable. Il n'y a jamais eu de dispute ni d'amertume. Elle commençait enfin à vivre sa propre vie. Elle a ouvert une boutique de vêtements, Bis et Beau. Elle commençait à se faire un nom. Mais elle restait, et resterait toujours, liée à lui. Le 16 août 1977. La nouvelle tombe comme un coup près. Elvis Presley est mort. Il n'avait que 42 ans. Priscilla était dévastée. Nous n'avons jamais pensé qu'il partirait, a-t-elle avoué. Ce jour-là, elle était sortie faire des courses. Son téléphone a sonné. C'était Joe Esposito, le manager de tournée d'Elvis. Son esprit s'est immédiatement tourné vers Lisa Marie, 9 ans, qui était en visite à Graceland et devait rentrer ce jour-là. J'essayais de rentrer chez moi le plus vite possible. Je crois que j'ai grillé tous les feux rouges. J'avais ce sentiment d'urgence. J'ai couru. Et c'était Joe. Il m'a annoncé la nouvelle. Le choc était accablant. Un jet privé l'a emmenée à Memphis, à Graceland. Le poids de la perte s'est abattu sur elle. En entrant dans cette maison et en entendant toutes ces personnes, surtout son père, pleurant avec un chagrin si profond, hurlant, cela résonne encore en moi. Après la mort d'Elvis, une autre réalité, plus froide, a fait surface. Le roi était mort, et son empire était en ruine. À cause d'une mauvaise gestion catastrophique par le colonel Parker et des dépenses extravagantes d'Elvis, la succession était presque en faillite.
Les factures s'accumulaient. Le coût d'entretien de Graceland était astronomique. L'IRS réclamait des millions en impôts sur la succession. Lorsque le père d'Elvis, Vernon, est décédé en 1979, Priscilla est devenue coexécutrice testamentaire, au nom de la jeune Lisa Marie. On lui a conseillé de tout vendre. De vendre Graceland, de vendre les droits, de prendre l'argent et de s'enfuir. Et c'est là que la poupée que tout le monde avait sous-estimée a montré qui elle était vraiment. C'est là que Priscilla Presley est née. Elle a refusé de vendre. Elle a refusé de laisser l'héritage d'Elvis être démantelé. Elle a pris une décision audacieuse, radicale. Elle allait ouvrir Graceland au public. C'était un pari insensé. Personne ne l'avait jamais fait à cette échelle. Elle a pris le contrôle. Elle a poursuivi le colonel Parker en justice pour mauvaise gestion et a récupéré les droits sur l'image d'Elvis. Elle a supervisé personnellement la transformation de sa maison privée en un musée public. En 1982, Graceland a ouvert ses portes. Ce fut un succès immédiat, foudroyant. Priscilla n'avait pas seulement sauvé l'héritage d'Elvis, elle avait créé un empire. Elle avait transformé une succession en faillite en une entreprise valant des centaines de millions de dollars. La poupée de porcelaine était devenue une femme d'affaires redoutable. Si le parcours de cette femme, sa résilience et sa transformation de poupée en matriarche vous impressionnent, nous vous serions très reconnaissants de bien vouloir vous abonner à notre chaîne. Votre soutien nous permet de continuer à partager ces histoires incroyables. Mais sa vie ne s'est pas arrêtée là. Elle a lancé sa propre carrière d'actrice, devenant célèbre pour son rôle de Jenna Wade dans la série Dallas, et montrant un talent comique inattendu dans la trilogie Y a-t-il un flic. Elle a prouvé qu'elle était plus que l'ex-femme d'Elvis. Elle a eu d'autres relations, notamment une longue liaison de 22 ans avec le scénariste Marco Garibaldi, avec qui elle a eu son fils, Navaron Garibaldi, en 1987. Mais elle ne s'est jamais remariée. Lorsqu'on lui a posé la question, sa réponse fut simple et poignante. Je ne voulais tout simplement pas. Elle a expliqué que, même si elle avait eu d'autres amours, personne ne pourrait jamais l'égaler. Personne ne pourrait jamais comprendre la vie que j'avais eue avec lui. Elle est restée, à sa manière, Madame Elvis Presley. Pendant des décennies, Priscilla a été la gardienne de la flamme. Elle a géré l'héritage, protégé l'image, raconté l'histoire. Une histoire soigneusement calibrée. Et puis, le monde a commencé à changer. Le film Elvis de Baz Luhrmann en 2022 a remis le roi sous les feux de la rampe. Priscilla a soutenu le film, louant la performance d'Austin Butler. Elle était là, à Cannes, sur le tapis rouge, avec sa fille Lisa Marie. Et c'est là que la dernière tragédie, la plus insupportable, a frappé. Le 12 janvier 2023, sa fille, Lisa Marie Presley, la seule enfant d'Elvis, est décédée subitement. À 54 ans. Le monde de Priscilla s'est effondré. Perdre un enfant est un chagrin qu'aucune mère ne devrait connaître. Mais à peine le deuil commencé, le silence brisé dont parle notre titre a pris une toute autre dimension. Quelques semaines après la mort de Lisa Marie, la nouvelle est tombée, choquant le monde. Priscilla contestait la validité du testament de sa propre fille. Lisa Marie avait modifié son testament en 2016, retirant Priscilla comme cofiduciaire de sa succession, qui gère l'héritage d'Elvis, et la remplaçant par ses propres enfants, Riley et Benjamin Keough. Après le suicide tragique de Benjamin en 2020, Riley Keough est devenue l'unique fiduciaire. Priscilla affirmait qu'elle n'avait pas été informée de ce changement, que la signature de sa fille semblait suspecte. Une bataille juridique amère s'est engagée entre la grand-mère, Priscilla, et la petite-fille, Riley. Le monde était sous le choc. L'image de la famille unie, gardienne du temple, volait en éclats. C'était une guerre pour le contrôle. Une guerre pour l'argent, certes, mais surtout pour l'héritage. Qui allait contrôler Graceland? Qui allait contrôler le nom Presley? La presse s'est déchaînée. Priscilla, à 78 ans, était dépeinte comme une grand-mère avide essayant de voler l'héritage de sa petite-fille. La réalité, comme toujours, était plus complexe. Après des mois de négociations tendues, un accord a été trouvé en mai 2023. Riley Keough est resté l'unique fiduciaire. Priscilla a reçu une somme importante et a obtenu le droit d'être enterrée à Graceland, près d'Elvis et du reste de la famille. Mais le silence était définitivement brisé. Et c'est dans ce contexte que le véritable choc est arrivé. En 2023, un nouveau film est sorti. Pas un film sur Elvis. Un film sur elle. Priscilla, réalisé par Sofia Coppola, basé sur sa propre autobiographie Elvis and Me. Et ce film, que Priscilla a soutenu et produit, ne raconte pas un conte de fées. Il raconte l'histoire qu'elle n'avait jamais osé raconter si crûment. L'histoire d'un isolement. D'un contrôle. D'une solitude profonde. L'histoire d'une adolescente de 14 ans prise dans les filets d'une superstar mondiale. Le film dépeint les scènes qu'elle avait eues. Le contrôle sur ses vêtements, son maquillage. La solitude à Graceland.
L'indifférence après la naissance de leur fille. Les pilules. À 79 ans, Priscilla Presley ne brise plus le silence avec des interviews ou des procès. Elle le fait avec l'art. Elle reprend enfin le contrôle de sa propre histoire. Elle n'est plus la poupée d'Elvis. Elle n'est plus l'ex-femme. Elle est Priscilla. L'histoire de Priscilla Presley est une leçon de résilience. C'est l'histoire d'une femme qui a passé la première moitié de sa vie à être la création d'un homme, et la seconde moitié à se battre pour préserver l'héritage de cet homme, tout en trouvant sa propre identité. Elle a vécu une vie que personne d'autre ne peut comprendre. Un amour qui était à la fois un rêve et une prison. Aujourd'hui, elle se tient debout, seule, ayant survécu à l'homme qu'elle aimait, et tragiquement, à l'enfant qu'ils ont eu ensemble. Son silence est brisé, non pas par colère, mais peut-être, enfin, par un désir de vérité. Sa vérité. Merci infiniment de nous avoir rejoints pour ce voyage dans la vie de cette femme complexe. Si cette histoire vous a touché ou vous a fait réfléchir, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour ne pas manquer nos prochains portraits. Nous serions honorés de vous compter parmi nous. Prenez soin de vous, et à très bientôt. Et s'il vous plaît, si ce moment vous a plu, un petit j'aime fait toujours une grande différence pour nous. Merci encore.